Allez, on peut y aller. Merci, Madame Legrain. Oui, bonjour Madame Legrain, donc Sarah Legrain du groupe La France Insoumise. Merci beaucoup pour votre présence très précieuse dans cette commission d'enquête dont je me profite pour me réjouir, parce que là c'est les premières auditions qu'elle a été relancée. Je pense qu'elle est absolument décisive. Merci pour tous les travaux que vous avez déjà faits, notamment les questions de stratégie de l'agresseur. Moi j'ai été formée par le CFCV, je sais à quel point c'est précieux pour dans n'importe quel domaine se poser la question de comment en fait elles sont permises par les facteurs de vulnérabilité. Merci aussi pour tout le travail, y compris propositionnel, sur les mesures de la loi intégrale. On peut avoir une difficulté en France qui est que les choses sont parfois un peu saucissonnées, si je puis le dire comme ça, c'est-à-dire qu'on a la partie budgétaire qui n'est pas forcément, qui peut pas forcément être contenue dans une loi intégrale. Donc il me semble, dans les mesures que j'ai pu voir, des choses qui sont vraiment de l'ordre budgétaire, il y a des choses qui sont plutôt de l'ordre par exemple, du côté de la justice, de circulaires qui peuvent passer, de plans de formation. Et puis après, il y a des choses qui sont de l'ordre de la loi. Et là, je sais qu'il y a des débats, et je fais partie, je prends ma part dans ce débat-là, sur les évolutions ou pas de la loi et sous quelle forme. Mais en tout cas, pour dire que l'ensemble des... Je pense que qu'il faut s'engager à apporter les sujets sur tous les aspects. Et en ce moment, on a l'examen du budget, donc c'est aussi une première de vérité. Du coup, moi, j'avais un peu... Je vous remercie d'avoir fait la référence notamment au Code du travail. Et donc, au fait qu'il y a une diversité de réponses sur la question de l'impunité. Et c'est là-dessus que je voulais vous poser la question. On entend beaucoup, c'était un slogan féministe de longue date, que la peur doit changer de camp, que la honte doit changer de camp. Et donc ça pose la question du prix à payer. Et en fait, tout ce que vous décrivez semble pointer vers le fait que tant que c'est les victimes qui payent le prix, c'est-à-dire que tant que, en fait, c'est pas la honte pour un employeur d'avoir maintenu en place quelqu'un qui... contrevenait au droit du travail, tant qu'il n'y a pas peut-être un prix à payer aussi du point de vue de la punition, et avec une palette, parce que je ne suis pas en train de dire que tout est forcément une réponse pénale. Est-ce que vous considérez que dans déjà l'existant, il y a ce qu'il faut, c'est-à-dire par exemple le droit du travail, ça suppose des inspecteurs du travail. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des inspecteurs du travail? Est-ce que vous avez considéré que l'inspection du travail pouvait être utile dans vos secteurs pour rappeler le droit du travail? Est-ce que vous préconisez le fait qu'il y ait d'autres types de sanctions plus lourdes qui permettent à un employeur de réaliser que quand il n'applique pas le principe de précaution, en réalité, il se met en dehors de ses obligations d'employeur, et donc potentiellement après, il ne peut pas continuer son activité d'employeur, il se retrouve blacklisté plutôt que ce soit les victimes. Est-ce que vous avez une palette qui nous permettrait d'éviter d'être justement dans ce refrain du pénal qui fait que souvent, on a du mal en fait à apporter des réponses parce qu'on dit du coup au bout du bout la justice tranchera, et puis sur toute la palette intermédiaire on n'a pas trop d'options. Merci, je vous propose qu'on prenne plusieurs questions, comme ça vous répondrez. Oui, moi aussi. Alors on avait Monsieur Pérez, Monsieur Fay et Madame Melchior, et après toi et moi. Merci Madame la Présidente. Là, c'est vrai que nous parlons là, du passé et du présent au travers des différents vécus pour vous-même ou les témoignages que vous avez recueillis. Moi, je souhaiterais parler aussi un peu de l'avenir, parce que, pour en avoir discuté avec un certain nombre notamment d'enseignants, collège, lycée, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a malheureusement à déplorer un accès à la pornographie qui est massif, vraiment massif, qui commence très tôt chez les jeunes ados, dès 10-11 ans, et qu'on sait très bien que cette pornographie finit par infuser des rapports entre les hommes, les femmes, etc. Des rapports évidemment qui ne sont pas ceux de la vraie vie et qui ne sont surtout pas souhaitables dans la vraie vie pour tout le monde. Donc par rapport à cette déferlante de la pornographie. Aujourd'hui, moi, des professeurs m'ont raconté qu'il y avait du harcèlement dans les collèges et les lycées. C'est-à-dire que des garçons harcelaient des filles en disant « mais si, tu peux faire ça, mais si, il faut que tu le fasses, mais si, c'est normal, mais si, c'est vachement bien, enfin, etc. » Ils ont 14-15 ans. Tous ces ados, demain, ils seront... à votre place, la nôtre, enfin, ils seront sur le marché au sens large, ils seront dans les circuits économiques, culturels, etc. Est-ce que vous n'y voyez pas là un risque d'augmentation de ce fléau? Et si oui, ne faut-il pas, gouverner étant prévoir, ne faut-il pas d'ores et déjà se dire que dans les années qui viennent, on risque d'avoir affaire à des jeunes adultes, des adultes qui auront été un peu
déformés ou même complètement déformés par tout ce qu'ils auront malheureusement vu. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas d'ores et déjà réfléchir à la manière dont on va pouvoir se prémunir de ça? Parce que je pense que c'est une vague dont il ne faut pas négliger la force. Parce que il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, bon, la pornographie existait, bien évidemment, hein, elle ne date pas de la semaine dernière, ça a toujours existé, mais son accès était quand même beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, l'accès est d'une simplicité telle et affolante que ça risque de générer effectivement des comportements peut-être encore plus complexes que ceux d'aujourd'hui. Merci. Je vous propose de faire des questions courtes pour vraiment laisser le temps à la réponse, puisque ce sont les réponses qui sont importantes. Tu voulais faire une remarque? Oui, juste une remarque sur la question de la pornographie. Il me semble que tous les auteurs présumés dont nous parlons, c'était avant le développement de la pornographie. Donc voilà, c'est juste le sujet. Je pense qu'il faut qu'on se concentre. Ouais, mais je crois pas qu'on soit complètement dans notre sujet. C'était juste une petite remarque là-dessus, même si on a un vrai problème d'accès à la pornographie par nos jeunes. Mais merci, Monsieur Fay. Monsieur Fay. Oui, merci. Vous vous présentez. Philippe Fay, du groupe Ensemble pour la République. Moi, je reviens sur vos déclarations tout à l'heure. Notamment, j'ai noté recruter des alliés. J'essaie de voir un peu la mécanique. Enfin, voilà, je ne vais pas faire de la psychologie de supermarché ici, hein, mais c'est plus pour vous poser des questions, comment vous le ressentez. Et de comprendre cette mécanique. Est-ce que c'est un acte volontaire ou alors vraiment c'est instinctif, irréfléchi de la part des prédateurs? Et pour aller plus loin, je faisais aussi un parallèle aussi avec la formation peut-être. Je pense notamment au monde de la cuisine, au monde de la restauration, où fut un temps, les chefs étaient tout puissants certainement, et puis pouvaient se permettre de brimer, de violenter. Enfin voilà, je ne mets pas tout le monde dans le même sac bien sûr, mais on sait que je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts et beaucoup d'avancées dans un sujet, parce qu'il y a la formation derrière. Et je voulais savoir où on était même dans vos différentes activités diverses et variées, hein, au niveau de la formation, si c'est aussi ce qu'on passait il y a quelque temps dans les écoles hôtelières en disant que c'est normal, voilà, le chef est tout puissant. Est-ce que dans vos formations, il y a encore peut-être tout ce sentiment qui accorde du crédit aussi au tout puissant? Merci. Merci Madame Melchior, et après vous répondez à tout, ça marche? Merci Madame la Présidente. Graziella Melchior, je suis députée du Finistère, Ensemble pour la République. Et je faisais partie aussi, j'étais membre de la précédente commission d'enquête, et merci beaucoup de l'avoir reconduite et de m'y être admise. Voilà. M'avoir admise, pardon. Oui, moi j'avais quelques questions. Je voulais savoir justement, puisqu'il y a eu déjà une première commission d'enquête qui a été interrompue, est-ce que ça a changé quelque chose? En fait, est-ce que vous avez senti un changement entre la première et la deuxième? Est-ce qu'il y a eu des attentes qui ont été formulées? Est-ce qu'il y a eu des demandes, plus de demandes? Savoir aussi si vous avez eu si vous avez toujours plus de victimes à se manifester, et si vous je mets beaucoup de guillemets, mais si vous en espérez davantage, dans le sens où des victimes se signalent davantage, parce qu'on sait que c'est un frein souvent. Vous avez parlé justement parfois la crainte de perdre son emploi ou autre chose, ils n'osent pas, ou des témoins qui ne parlent pas non plus. Donc, et comment est-ce que vos associations peuvent aider justement à ce que la parole se libère davantage, ou comment elles peuvent encore mieux accompagner? Et je voulais savoir, parce que bon, je m'attends un peu à la réponse, il nous faudrait plus de moyens. Et bon, ça on le trouve dans beaucoup de secteurs, mais les moyens pour faire quoi? Qu'est-ce que vous envisageriez? Et enfin, on sait qu'il y a des auteurs présumés, et pour eux, contre eux, avec eux, pour les accompagner, que faites-vous? Merci beaucoup. Je vous propose de répondre. Qui veut commencer? Allez, Madame Molina.
Ok, alors je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Concernant le travail éducatif qui, pour moi, il y a à faire dans les écoles. Je pense que les jeunes artistes, on doit leur apprendre à reconnaître les violences et à faire valoir leurs droits en même temps. Il est essentiel de former les professeurs à la pédagogie et à changer de posture, c'est-à-dire les professeurs du vieux de la vieille qui disent « je vais t'apprendre ça comme ça parce que moi, on m'a forcé à faire ça comme ça », c'est stop, on arrête, on impose un cadre pédagogique. Par rapport à la pornographie, moi je pense qu'il faudrait une formation sur le consentement et la gestion de l'intimité, que ce soit pour les élèves et les professeurs, qu'il y ait un vrai cadre avec le rapport au corps et que ce soit inclus pour les professeurs et les élèves, qu'il y ait un vrai, une vraie communication, que tout le monde ait les mêmes bases afin qu'il n'y ait en tout cas moins de débordements. Mise en place d'un référent VHSS, on le disait aussi, et j'en profite aussi pour parler des coordinateurs d'intimité. Les coordinateurs d'intimité sont des personnes, il y en a très peu en France, qui sont souvent appelés sur les plateaux pour orchestrer des scènes de sexe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un coordinateur d'intimité doit être présent dès qu'il y a une scène où il y a un contact physique entre les deux personnes, où il y a la possibilité au comédien, à la comédienne, et avoir aussi sous le regard du metteur en scène de dire ça, je suis d'accord, de parler de la notion de consentement et il y ait quelqu'un qui soit référent pour ça. Aussi, je pense que c'est de la responsabilité des enseignants dans la signature d'une charte pédagogique qui reprendrait partie du Code du travail, mais qui permettrait aussi de créer un cadre sécurisant et respectueux, et aussi de mettre en place un réseau de partenaires vers lesquels les élèves, les professeurs peuvent se tourner si jamais il y a une situation désagréable de violence, d'harcèlement. Voilà, par rapport à tout ça. Pour répondre à la question j'essaie de faire un peu dans l'ordre sur le fait que qu'est-ce qu'on pourrait mettre aujourd'hui en place, qu'est-ce qu'on pourrait proposer justement pour que, que les victimes se sentent peut-être plus en sécurité et que la vulnérabilité, que la honte change de camp, comme on dit. Moi, je pense qu'une solution résiderait dans la création d'une base de données confidentielle pour identifier les comportements récurrents ayant fait objet d'une plainte ou d'une enquête dans une structure comme le fait dans le code, comme on peut le faire avec le Code du travail, sans pour autant publier les noms. C'est-à-dire que je ne crois pas forcément à la nécessité de ce qu'on appelle le tribunal médiatique, de balancer les noms sur les réseaux, sur les médias, parce que généralement aujourd'hui, un agresseur comme un Gérard Depardieu, on va l'excuser, en même temps, il va y avoir les deux camps. Par contre, une victime qui était comédienne, on va la catégoriser de victime jusqu'à la fin de sa carrière, et généralement elles ne font plus grand chose ensuite parce qu'elles sont que victimes. Donc pour moi, le fait de donner les noms publiquement n'aide en rien à la cause, et qu'il faut avoir justement une base de données confidentielle qui soit justement accessible pour les référents, les entreprises, qu'il y ait quelque chose qui permettent de mettre en place un système sécurisant afin que l'agresseur ou l'agresseuse présumée ne fasse plus de victimes en attendant que l'enquête ou l'instruction donne ses conclusions ou son verdict. Voilà. Merci. Madame Nanco. Alors, je vais essayer de répondre rapidement. Comment on fait pour répondre à votre question ? On n'y arrivera pas tant qu'on ne touchera pas à l'argent. Voilà. Ils rapportent, ces gens-là rapportent des millions. On a bâti des dizaines et des dizaines de films sur certains acteurs. On a, et moi je vais donner les noms, M6 qui empoche des millions sur les agences immobilières de Plaza et sur les émissions de Plaza. Tant que vous ne toucherez pas au porte-monnaie, on n'y arrivera pas. Ça sert, pour moi, tout ce qu'on va faire à côté d'ailleurs va être vertueux et nécessaire, hein. Touchez-les au porte-monnaie. Et là, on va commencer à pouvoir discuter. Première chose. La pornographie. Deuxième chose, rapidement. 80% de ce qu'on voit dans un film porno est condamnable au pénal. Il faut le savoir. Et ceux qui regardent ça ne le savent pas. Le HCE, l'année dernière, le Haut Conseil à l'égalité, a fait une enquête sur les 18-35 ans.
Elle était effarante, cette enquête. D'abord, elle prouvait que les hommes, on leur montrait une scène de viol issue d'un film, on leur disait « Mais qu'est-ce que vous voyez là ?» Ils font l'amour. Ah ben non, ça c'est une scène de viol. Mais non, pas du tout. La fille, elle dit non, mais en fait, elle veut dire oui, on le sait bien. Et les filles, elles croient, toutes celles qui ont été éduquées avec le porno, croient que ce qu'elles voient, c'est la vie normale. Que, évidemment, il faut leur attraper la tête, que, évidemment, on a le droit de les violenter, de ne pas respecter leur consentement. Donc, sur le porno, on a effectivement un vrai souci. Et on en arrive à l'histoire de la formation dont vous parliez. La formation, elle commence déjà tout petit. On a beaucoup parlé de ces formations à l'éducation sentimentale, affective et sexuelle qui ne sont pas données dans toutes les écoles. Mais apprendre à un enfant de maternelle que son corps est son corps, que papy n'a pas le droit de toucher, ou que papa ou que le professeur n'a pas le droit de toucher, ça commence par là. Ça commence par là. Est-ce que nous, dans nos cultures occidentales, on a du mal avec ces notions de corps, décidément. Et oui, on en est où de la formation? On n'en est pas assez loin. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et quand je vois les formations qu'on donne avec MeToo Média dans les écoles de journalisme, dans les rédactions, dans les boîtes de prod, où on leur apprend à rédiger des articles, mais on reprend à la base, non, c'est pas un attouchement, ça s'appelle une agression sexuelle, etc. Il faut apprendre à nommer les choses et reprendre à la base, tout simplement. Peut-être qu'on peut faire aussi, mais ça je ne sais pas si c'est entre vos mains ou pas, si on pouvait ne pas continuer d'accorder la Légion d'honneur. Le grand chancelier, le général Lecointre, il me connaît bien. On pouvait déjà faire attention à qui on la donne, parce que pour la retirer, c'est très compliqué. Faire attention à qui on donne la Légion d'honneur. Et quand nous, on vient prévenir et qu'on nous dit « Non mais attendez, nous, la Légion d'honneur, notre code tel qu'il est fait, attend le pénal. » Peut-être qu'il ne faut plus attendre le pénal. Je crois que PPDA et Depardieu, ils ont bien montré que la Légion d'honneur, ils n'en étaient pas récipiendaires à vie. Et il faut absolument qu'on trouve quelque chose avec cette Légion d'honneur pour qu'on puisse l'ôter et qu'il n'y ait pas de poids, de mesure par rapport à ça. Harvey Weinstein, on lui a ôté, ça a été plus simple. Le PPDA et Depardieu, on rame parce qu'on attend une condamnation. Voilà. Et puis, pour les victimes, je vais laisser Florent en parler rapidement pour répondre à madame. Dans notre association, à peu près 200-250 adhérents, et la moitié sont victimes et la moitié ne sont pas victimes. Aujourd'hui, on a une commission victime qui s'est mise en place et se professionnalise avec une formation en interne des écoutants et écoutantes. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive à faire avec nos moyens militants, bénévoles et notre bonne volonté, avec aussi un peu d'argent. On en a, mais on n'en a pas assez, puisque, par exemple, dès septembre-octobre, on avait épuisé notre budget pour l'aide aux victimes, c'est-à-dire qu'on donne des aides à des victimes sous forme d'honoraires d'avocat. C'est l'avocat directement, on ne donne pas à la victime directement. Et bien évidemment, nous, en ayant vérifié qu'il y a bien eu un service de l'avocat envers la victime, on borde ça, mais on n'a pas assez d'argent jusqu'à la fin de l'année. Ça y est, on a fini pour les victimes. On va quand même remercier, parce que je vois que Mme Berger est là, le ministère de l'égalité femmes-hommes, alors qui a changé de ministre tous les 6 mois, ce qui ne nous a pas beaucoup aidé, mais nous a quand même beaucoup aidé. Il y a eu Mme Rome, il y a eu Mme Berger qui nous ont accordé des subventions qui nous permettent d'aider les victimes, mais on est déjà complètement à sec. Pour vous répondre, heureusement qu'on est plein d'associations, parce que ça arrive en masse, en fait. Ça arrive en masse, quoi. C'est fou, Ok. Les victimes, le nombre de victimes ne diminue pas. Le nombre de victimes ne diminue pas, il augmente. Okay. Là, c'est très très clair. Il y a un robinet qui est ouvert de plus en plus fort, en vrai. Et toutes les assos sont confrontées à ça. C'est bien pour ça qu'on est en train de se structurer, pour que cette commission victime puisse écouter encore plus de monde. Mais on n'y arrivera pas tout seul. Merci. On a compris que l'argent était le nerf de la guerre, et côté chaîne, agresseur, enfin voilà, et aussi côté victime et aide aux victimes. Madame Bello, Madame Lacombe, mais après nous on a des questions, on réenchaîne sur un.
Pour parler du droit du travail et de l'inspection du travail, on a parlé tout à l'heure du maillage des associations. Il y a des partenaires solides aussi, comme la VFT et la Collectif des droits, qui sont 2 associations de longue date, qui sont aussi formatrices. Donc ça répond un petit peu aussi à la question de qu'est-ce qu'on fait sur le sujet des formations en interne qui peuvent intervenir auprès des professionnels. Ça rebondit à l'endroit de notre association, c'est-à-dire que le sujet reste générique. Il n'y a aucun secteur d'activité qui peut se prévaloir d'être au-dessus des lois et de pouvoir exercer des pressions et des violences sur une personne sous prétexte de création, par exemple. Pour la question de la pornographie, effectivement, ce n'est pas complètement le sujet aujourd'hui, mais je rebondis sur le mot fléau. Nous, c'est un mot qu'on met un petit peu de côté parce qu'on dirait que c'est un problème comme une invasion de sauterelles ou quelque chose où on perd les protagonistes. Et dans les protagonistes, je rebondis sur la réponse et à la question que vous avez posée sur la stratégie de l'agresseur et l'impunité, comment il fait pour recruter des alliés. Si on ne perd pas le protagoniste, on garde aussi qu'est-ce qu'il fait. Dans ce qu'il fait, si on parle d'actes volontaires, nous, on vous dit que l'expertise du CFCV, elle vient de la parole des victimes, mais elle vient aussi de la parole des victimes dans les procès. Et dans les procès, il y a l'agresseur. Et qui est censé répondre de ces actes au moment du procès? C'est bien ou le mis en cause ou les mises en cause. Ce qu'on voit dans les récits des victimes, c'est que parfois c'est parcellaire parce qu'elles ont des problèmes de mémoire, certainement pas de justesse dans les souvenirs qu'elles peuvent citer. C'est comme un puzzle, il peut manquer des pièces, mais les pièces qui sont là, elles sont claires, elles sont présentes. Et elle reconnaît dans son récit qu'il peut manquer des moments où un moment de l'événement, de comment ça s'est passé, peut lui avoir échappé du fait de sa sidération. L'agresseur, lui, ce qu'on voit pendant les procès, c'est que son discours évolue en fonction de ce que ça va lui coûter pénalement. Et là, on voit que du coup, le discours est organisé. Par exemple, elle était bourrée, que ça soit dans le cinéma sur une fête de fin de tournage, par exemple, si on reste dans le secteur d'activité, elle était bourrée, du coup, c'est elle qui m'a chauffé. Je reprends des vrais termes d'un vrai procès, d'un vrai agresseur reconnu coupable. Elle m'a chauffé. Là, on lui explique que c'est une circonstance aggravante. Eh bien, en fait, finalement, elle n'était pas bourrée. Ça évolue. Mais par contre, lui, il était bourré. Et donc, il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est le même, dans le même procès. Et là, on lui réexplique que c'est une circonstance aggravante. À nouveau, il dit non, finalement, on a bu après. Et là, on peut voir que son discours est très construit. D'ailleurs, c'est ce qui pose problème parfois dans les recueils de plaintes. C'est que le plus confortable dans le récit à accueillir, c'est bien l'agresseur parce que lui, il a réfléchi à sa situation et à l'action qu'il a menée. Voilà, j'espère que ça répond un peu mieux. Pour la parole qui se libère, là aussi, nous, on rebondit sur... En fait, c'est les oreilles qui se débouchent parce que, on le sait, ça fait longtemps que les personnes parlent. Et Emmanuel Béard a bien pris soin de nommer son acte visuel, je le nommerai comme ça, un silence si bruyant. Alors nous, on a un film qui existe depuis 1983 et c'est ça qui est important, ne réinventons pas, mais écoutons. Ça s'appelle La conspiration des oreilles bouchées. Le problème, c'est pas de dire, le problème, c'est pas de faire, c'est de dire. C'est pas l'agresseur, le problème, c'est la personne qui dit. Et la personne qui impacte les projets, par exemple dans le cinéma, puisque je vous ai dit que j'étais cascadeuse, eh bien, en fait, je fais partie d'une équipe, de toute une équipe, et qui travaille sur un projet de manière ardue, corps et âme parfois. Eh bien, en fait, finalement, on pense que c'est la personne qui parle qui impacte le projet, et pas la personne qui fait. Alors que si on cherche bien, comme dans les enquêtes de police pour les agresseurs, le projet est déjà impacté par le comportement des agresseurs à d'autres endroits que les violences sexuelles. C'est un continuum de violence, on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas, il y a d'autres dégâts. Merci beaucoup.